Votre ordinateur, pour charger cette vidéo, a très probablement utilisé l'algorithme Diffie-Hellman pour sécuriser les communications entre votre navigateur et le serveur. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail comment fonctionne cet algorithme, ainsi que ses avantages et ses inconvénients. Allez, comme à mon habitude, je vous propose de commencer directement. Dans les années 70, pour protéger des données sensibles comme des communications militaires, les algorithmes de chiffrement n'utilisaient qu'une seule clé de chiffrement. La clé pour chiffrer le message était exactement la même que pour déchiffrer le message. C'est ce que l'on appelle la cryptographie symétrique, et c'est la méthode la plus intuitive. Mais cette méthode n'est pas du tout adaptée à tous les cas pratiques. Par exemple, que se passe-t-il si Alice et Bob veulent communiquer, mais ils n'ont pas encore défini de clé de chiffrement? Alice devra donc passer la clé de chiffrement en clair à Bob pour après communiquer. Mais du coup, l'attaquante Caroline pourra facilement intercepter la clé, grâce à l'attaque de l'homme du milieu et lire les messages chiffrés. Donc vous l'avez compris, ce n'est pas très pratique. L'objectif pour Alice et Bob est de se mettre d'accord sur une clé de chiffrement à utiliser, sans se faire attraper par Caroline. À première vue, cela paraît être impossible, car Caroline peut tout espionner. Mais c'est complètement faux. Pour résoudre ce problème, on a inventé des algorithmes, dits des algorithmes d'échange de clés, qui vont nous permettre de se mettre d'accord sur un secret partagé. C'est un secret partagé entre Alice et Bob sans se faire griller par Caroline, même si Caroline espionne toutes les communications. Et après, ce secret partagé pourra être utilisé comme clé de chiffrement, pour chiffrer les communications comme par exemple les requêtes et les réponses HTTP entre le client et le serveur web. Ce genre d'algorithme d'échange de clés est présent dans presque tous les protocoles de communication. En général, cela fait partie des toutes premières étapes pour établir une communication sécurisée. Alors attention, petite précision, les algorithmes d'échange de clés ne servent pas du tout à chiffrer un message. Ils servent juste à se mettre d'accord sur un secret partagé. Secret partagé qui, justement après, va servir de clé de chiffrement pour plus tard. Par exemple, dans ma dernière vidéo sur le cryptosystème RSA, on pouvait créer un système d'échange de clés grâce aux clés privées et aux clés publiques, en chiffrant le secret partagé avec la clé publique et en le déchiffrant grâce à la clé privée. Mais comme on le verra plus tard, utiliser RSA pour faire des échanges de clés n'est pas sans inconvénient. Les experts en cryptographie devaient donc réfléchir sur une autre méthode. En 1976 fut inventé l'algorithme Diffie-Hellman, par les deux cryptographes du nom de Diffie et Hellman. Et comme pour RSA, dû à sa simplicité, Diffie-Hellman commence à être utilisé de façon massive à partir des années 90, que ce soit dans des protocoles comme SSH, dans PGP pour sécuriser les emails ou dans SSL v3, c'est-à-dire une vieille version d'HTTPS. Diffie-Hellman est présent presque partout, pour se mettre d'accord sur une clé de chiffrement symétrique. Notez qu'on considère que Diffie-Hellman fait partie de la cryptographie asymétrique. Mais attention, Diffie-Hellman n'est pas 100% comparable à RSA. Avec Diffie-Hellman, on peut se mettre d'accord sur un secret partagé comme une clé de chiffrement sans se faire voler ce secret. Mais il n'y a pas de clé publique et privée comme sur RSA. De plus, avec RSA, on peut faire des échanges de clés comme Diffie-Hellman, mais on peut aussi chiffrer et signer des messages, comme par exemple des certificats SSL, alors qu'avec Diffie-Hellman, ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est important de le savoir, mais l'algorithme Diffie-Hellman pour établir un secret partagé est utilisé dans quasiment tous les protocoles cryptographiques modernes, que ce soit dans le HTTPS, dans le SSH, dans les VPN, etc. Alors que RSA commence à devenir un petit peu vieux, notamment car RSA est plus lent avec des clés plus longues que certaines variantes de Diffie-Hellman. Même si RSA, c'est vrai, reste utilisé massivement dans les systèmes informatiques. Je vous ai rapidement parlé de Diffie-Hellman comme si c'était de la magie. Mais évidemment, ce n'est pas du tout de la magie. Maintenant, j'aimerais qu'on se demande concrètement quel est le fonctionnement interne de Diffie-Hellman. Déjà, pour bien comprendre le fonctionnement de Diffie-Hellman, vous devez maîtriser ces trois choses. Déjà, ce que sont les puissances, ce qu'est un nombre premier, donc un nombre qui est divisible uniquement par lui-même et par 1, et vous devez également savoir ce qu'est le modulo, donc juste le reste d'une division euclidienne. Il n'y a pas d'autres prérequis mathématiques. On va commencer par la toute première étape. Alice et Bob vont d'abord se mettre d'accord sur deux nombres publics P et G. On a le nombre P qui est un nombre premier. Ici on va prendre 13 pour l'exemple, mais évidemment en pratique ce nombre devra être beaucoup plus grand. Puis on va prendre un deuxième nombre G qui vérifie certaines propriétés spéciales. En général, dans les implémentations modernes, on peut prendre G est égal à 2 la plupart du temps. Ce sont les paramètres publics du Diffie-Hellman,
Et ces paramètres peuvent être utilisés par n'importe qui veut se mettre d'accord sur des clés. On peut les réutiliser quasiment à l'infini, il n'y a absolument pas de problème. Par exemple, dans le protocole TLS 1.3, on a le choix entre 6 paramètres Diffie-Hellman différents, donc 6 combinaisons de P et de G. Ces paramètres seront utilisés par tout le monde. Ils sont déjà connus à l'avance, ils sont fixes. Ils ne sont évidemment pas du tout secrets. Maintenant, passons à la deuxième étape, c'est là que les choses vont devenir intéressantes. Vous avez Alice et Bob qui vont maintenant générer un nombre aléatoire secret chacun, A et B entre 1 et P. Et Alice va calculer G puissance A modulo N. Et Bob va calculer G puissance B modulo N. Après, ils vont s'échanger le G puissance A et le G puissance B. Donc Caroline aura également accès au G puissance A et au G puissance B. Par contre, Caroline n'aura ni le A ni le B. Ils sont stockés de façon secrète chez Alice et Bob. Maintenant, à partir de là, Alice, elle n'a que le A et le G puissance B que Bob lui a donné. Rien d'autre. Alice va donc calculer le G puissance B que Bob lui a donné, puissance A. Le résultat, donc G puissance B puissance A, sera donc le secret partagé. D'ailleurs, on note que G puissance B puissance A, dû aux propriétés des puissances, est égal à G puissance B fois A. Bob, lui, va faire exactement la même chose. Il n'a que le B qu'il a généré et le G puissance A que Alice lui a donné. Il va donc faire exactement le même calcul, il va calculer le G puissance A que Alice lui a donné, puissance B. À partir de là, il va obtenir G puissance A puissance B, qui également, grâce aux propriétés des puissances, se simplifie en G puissance A fois B. Donc il aura aussi calculé le secret partagé. Donc là, bonne nouvelle, Alice et Bob ont réussi à calculer exactement le même secret partagé, G puissance A fois B. Cependant, Caroline a quand même réussi à intercepter le G puissance A et le G puissance B, que Alice et Bob se sont échangés. De plus, Caroline possède également les paramètres publics, donc le G tout court et le P. Est-ce que, avec ces 4 nombres, Caroline est-elle capable de retrouver G puissance A fois B? Essayez de faire pause la vidéo quelques secondes et essayez de réfléchir comment il serait possible de retrouver G puissance A fois B, sachant qu'on est toujours modulo P. N'oubliez pas. Dans notre cas, la méthode la plus rapide serait directement de trouver le secret A d'Alice grâce au nombre G qui est public et G puissance A qu'elle a intercepté. Et après, une fois qu'elle a le A, eh bien, elle fait G puissance B puissance A comme ce qu'a fait Alice. Mais est-ce que c'est faisable en pratique? Concrètement, comment ferait-on pour trouver le A? Normalement, on devrait résoudre l'équation G puissance combien est égal à G puissance A. Il faudrait trouver le combien. Normalement, pour résoudre cette équation, il faut prendre le logarithme en base G pour isoler le combien. On a donc combien est égal à logarithme de G puissance A. Si on n'était pas modulo P, ce calcul de logarithme serait très facile. Vous pourriez très simplement utiliser la calculatrice, prendre le logarithme en base G, donc ici en base 2, pour trouver le résultat. Mais là, on est quand même modulo P, donc c'est différent. Mais alors, est-ce que c'est aussi simple? Eh bien la réponse est non. Généralement, calculer des logarithmes modulo P, c'est un problème qui est très difficile. Il n'y a pas de formule mathématique facile et rapide pour le faire. En fait, l'une des seules manières de le faire, c'est tout simplement d'utiliser le brute force. Donc tester plein de valeurs de combien et voir si G puissance combien fait G puissance A. Et si cela ne fonctionne pas, eh bien on teste avec une autre valeur de combien et ainsi de suite. Donc en pratique, si on prend un nombre P qui est très grand, cela donne plein de combinaisons différentes pour le combien. Ainsi, tous les supercalculateurs actuels réunis ne pourront pas tester toutes les combinaisons possibles pour notre combien, surtout si notre P est très grand. Ici, vous voyez qu'on a une équation mathématique qui peut paraître très simple, mais qui est quasiment impossible à résoudre en pratique par les ordinateurs actuels. Ce problème s'appelle en fait le problème du logarithme discret, DLP en anglais. Car ici, on prend des logarithmes sur des nombres entiers, et le résultat sera également des nombres entiers modulo P. Et c'est sur ce problème-là que repose la majorité des communications mondiales récentes. Alors attention, pas si vite, il y a quand même un problème avec notre méthode Diffie-Hellman. Diffie-Hellman ne vous assure ni l'authenticité ni l'intégrité. Diffie-Hellman fonctionne bien si Caroline inspecte de façon passive les messages, sans rien modifier, mais que va-t-il se passer si Caroline se met à modifier les paquets envoyés par Alice et Bob? Et en particulier, Caroline peut très bien choisir ses propres nombres A, B, G puissance A, G puissance B, et les passer à Alice et à Bob comme si de rien n'était.
Ici, comme c'est Caroline qui contrôle une partie des paramètres, elle pourra avoir accès au secret partagé et mettre en échec le Diffie-Hellman. D'ailleurs, Alice et Bob n'y verront que du feu. Pour se protéger contre ce problème, il faut également s'assurer de l'authenticité et de l'intégrité des paramètres envoyés. Il faut être absolument sûr qu'ils n'ont pas été modifiés et qu'ils proviennent bien de Bob et de Alice, et de personne d'autre. En pratique, pour assurer l'intégrité et l'authenticité, on utilise un système de signature digitale. Par exemple, si Bob c'est le site web, il va en fait envoyer son certificat, et les paramètres Diffie-Hellman seront signés grâce à la clé privée de Bob. Alice pourra vérifier ces paramètres grâce à la clé publique. Mais on ne peut pas utiliser Diffie-Hellman pour signer des données. Diffie-Hellman, c'est que pour se mettre d'accord sur un secret partagé, donc avoir notre G puissance A fois B, rien d'autre. Ici, il faudra utiliser un deuxième algorithme de signature digitale à part. Par exemple, on pourrait très bien utiliser RSA. Cependant, les signatures digitales, c'est un sujet à part, qui mériterait une vidéo à part entière, donc je ne vais pas en parler ici. Vous vous posez peut-être la question suivante, pourquoi on n'utiliserait pas du RSA à la fois pour les échanges de clés et les signatures digitales? C'est possible et cela a l'air beaucoup plus pratique d'utiliser un algorithme plutôt que deux, n'est-ce pas? Eh bien la raison est simple, utiliser RSA comme échange de clés ne respecte pas une propriété cryptographique ultra importante. C'est le PFS, Perfect Forward Secrecy. Par exemple, imaginez que Caroline écoute pendant plusieurs années toutes les communications et les stocke quelque part. Les échanges de clés sont sécurisés par le RSA, donc Caroline ne peut pas obtenir le secret partagé. Jusqu'ici, tout va bien. Mais maintenant, que va-t-il se passer si la clé RSA du serveur fuite, sans faire exprès? Eh bien, Caroline pourra prendre tous les messages chiffrés qu'elle a collectés depuis des années et obtenir les secrets partagés, en les déchiffrant grâce à la clé RSA qui a fuité. Donc, pour résumer, si la clé RSA fuite, toutes les communications passées et futures seront complètement compromises. Donc le RSA ne respecte pas la propriété PFS. Cependant, avec Diffie-Hellman, c'est complètement différent. Par exemple, quand on initie la communication, on a bien le A et le B qui sont générés aléatoirement par Alice et Bob, et après, à la fin, on s'en débarrasse, il n'y en a plus. Et pour la prochaine communication, on prendra d'autres paramètres A et B. Donc il n'y a même pas de clé privée. Il n'y a en fait rien à voler. Le A et le B auront complètement disparu de la mémoire de l'ordinateur. Donc si jamais Caroline arrive à résoudre le problème du logarithme discret et à retrouver le A pour un message, cela ne marchera que pour cette communication. Les autres communications seront protégées, car le A et le B seront complètement différents et elle devra donc résoudre encore une fois le problème du logarithme discret, pour d'autres nombres. Donc ici notre Diffie-Hellman respecte bien la propriété PFS. On ne peut pas compromettre les communications passées, même si on les a stockées, à part si on casse directement le chiffrement en résolvant le problème du logarithme discret. Par contre, on a différentes variantes du Diffie-Hellman. En fait, quand le A et le B sont statiques, c'est-à-dire ne changent jamais, même dans des communications différentes, et bien là, le PFS n'est pas respecté. C'est le DH Diffie-Hellman normal. Par contre, quand le A et le B sont régénérés à chaque communication, là, on parle de Diffie-Hellman éphémère DHE, car les paramètres Diffie-Hellman ne durent pas très longtemps, ils sont éphémères. Donc ici, le DHE respecte bien la propriété PFS. Par contre, le DH statique et le RSA ne respectent pas le PFS et sont donc moins sécurisés. D'ailleurs, dans la dernière version du HTTPS, le TLS 1.3, seuls les Diffie-Hellman éphémères comme algorithme d'échange de clés sont disponibles, car il est beaucoup plus sécurisé de respecter le PFS. En fait, le DH statique et le RSA ne sont plus supportés dans TLS 1.3 pour les échanges de clés, car le PFS n'est pas respecté, même si RSA est quand même supporté pour les signatures digitales de certificats notamment. Alors, dernière question avant de finir cette vidéo, vous avez peut-être déjà vu quelque part l'algorithme ECDHE, qui est composé de EC, DH et E. Donc ici, le DHE, vous savez déjà ce que c'est le Diffie-Hellman éphémère. Par contre, savez-vous ce que signifie exactement EC? EC signifie courbe elliptique en français. Ce sont des courbes mathématiques qui ont une forme assez spéciale. Et il y a plein d'algorithmes cryptographiques à base de courbes elliptiques, qui commencent par EC. Par exemple ECDH, ECDHE, ECDSA, ECIES, etc. En fait, ces courbes mathématiques ont des propriétés très spéciales, ce qui rend les algorithmes à base de courbes elliptiques très optimisés.
En fait, la différence entre ECDHE et DHE, c'est que les calculs et les étapes que je vous ai montrées, c'est-à-dire les puissances, les multiplications, etc., sont exactement les mêmes. Mais on le fait avec des points dans des courbes elliptiques, au lieu de faire cela modulo P de façon classique avec des nombres normaux. Ici, dans des courbes elliptiques, l'addition, la multiplication, etc. sont définies très différemment, avec des formules mathématiques beaucoup plus abstraites. Mais l'idée des calculs reste à peu près les mêmes. On a toujours notre G, nos A et B, nos puissances, etc. L'intérêt principal d'utiliser les courbes elliptiques, c'est que les paramètres ECDHE sont 10 fois plus compacts que des paramètres DHE, et surtout les opérations sont 10 fois plus rapides, ce qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus adapté à des cas pratiques. Cependant, le sujet des courbes elliptiques est très vaste et nécessite des connaissances mathématiques assez approfondies. En fait, il me faudra au moins une autre vidéo entière sur les courbes elliptiques pour développer plus ou moins correctement. Donc je ne pourrai pas aller plus loin dans cette vidéo. Par contre, vous devez quand même savoir que dans les implémentations modernes de TLS, notamment TLS 1.3, c'est bien l'algorithme d'échange de clés ECDHE qui est utilisé majoritairement et qui est le plus recommandé.